BX1+. Le face-à-face. Pour l'instant, c'est notre débat. Notre débat du jour va être consacré à l'idée des brevets sur les vaccins de la Covid-19 et plus précisément à l'idée qu'il faudrait peut-être lever temporairement les brevets sur ces vaccins. L'idée a été relancée par une déclaration de Joe Biden, le président américain. On va en débattre avec David Guérin, qui est directeur de la communication de Pharma.be, qui regroupe les grandes entreprises pharmaceutiques du pays. Sophie Merckx, qui est députée à la Chambre pour le PTB. Et Bruno Wattenberg, qui est ambassadeur de l'innovation pour Ernst & Young en Belgique et qui suit notamment toutes les questions de propriété intellectuelle. Avant de leur donner la parole, petit rappel des faits. Pourquoi est-ce qu'on reparle tant de ces brevets et de l'hypothèse d'une levée des brevets maintenant, Sabine Rigelheim? Eh bien, vous l'avez dit, Fabrice, et c'était le 6 mai, Joe Biden annonce qu'il soutiendra la levée temporaire des brevets sur les vaccins. Coup de com' ou pas, la déclaration américaine a en tout cas conduit à intensifier un débat déjà très vif. Beaucoup restent effectivement opposés, notamment en Europe. L'Union européenne se dit prête à discuter de la proposition états-unienne, mais elle y va en ordre dispersé. La France, par exemple, avait déjà réagi. Elle s'est déclarée favorable, mais pas l'Allemagne, qui veut continuer à protéger les brevets et qui considère que le problème vient de la production, non pas des brevets. Et la Belgique, dans tout ça, dans une lettre co-signée avec d'autres États et adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la Belgique demande à l'Union de prendre l'initiative en vue de booster la production de vaccins, mais sans aborder directement la question des brevets. Au Parlement jeudi dernier, Alexander De Croo s'est dit ouvert à condition d'avoir la preuve que la levée de la propriété intellectuelle permet d'augmenter la cadence de la production des vaccins. Alors, on va peut-être donner la parole en premier à David Guérin, donc directeur de la communication pour Pharma.be. J'imagine que du côté des entreprises pharmaceutiques, la petite déclaration de Joe Biden n'est pas passée inaperçue, mais qu'elle ne vous a pas franchement fait plaisir. Je me trompe ? Ça nous a surtout surpris, je dois avouer, parce que nous pensons que c'est un message très fort en émotion, mais factuellement faible, malheureusement. Cette levée de brevets ne va pas augmenter la rapidité des vaccinations et pose plusieurs problèmes au niveau sécurité, notamment distribution, etc. Oui, ça veut dire que pour vous, on pourrait accélérer la production, la distribution de ces vaccins contre la Covid-19 dans le monde entier en laissant les brevets auprès des entreprises pharmaceutiques qui ont développé les vaccins ? Non, justement, nous ne pensons pas que c'est la bonne solution. Maintenant, il faut qu'on soit clair. Tout le monde veut sortir de cette pandémie, bien sûr, inclus le secteur du médicament. Mais nous pensons que la solution comme elle est là est trop simpliste. Créer un vaccin, produire un vaccin, c'est un processus très compliqué, déjà ici. Et si on va libérer les vaccins pour d'autres pays, d'autres territoires, il y a plein de problèmes qu'on ne mentionne pas, mais qui vont faire en sorte que cette augmentation ne va pas se faire dans les délais qu'on nous fasse croire pour l'instant. Ouais, donc ça n'accélérerait pas la production si, un peu comme pour les médicaments génériques, plein de labos dans le monde entier pouvaient produire ces vaccins. En théorie, ça pourrait se faire, mais il faut savoir que encore une fois, c'est un processus très compliqué et nous voyons des problèmes au niveau savoir-faire. Le savoir-faire doit être sur place, présent, pour pouvoir produire en toute sécurité. Nous voyons aussi un problème au niveau approvisionnement. Ça risquerait de détourner des matières premières et à la limite ouvrir la porte à des vaccins contrefaits. Il y a un problème de distribution, de maintenance des produits dans ces conditions bien spécifiques et donc, quelque part, un problème pour la sécurité de la santé du monde entier. Oui. Alors, je vais donner la parole à Sophie Merckx. J'essaye de traduire ce que dit David Guérin. On est avec des vaccins qui ont une très très forte valeur ajoutée, notamment la technologie ARN messager, etc. Et donc tout le monde ne peut pas les produire. Et c'est mieux que ce soit ceux qui aient développé ces vaccins qui continuent d'assurer la production. Vous répondez quoi ? Je pense que depuis que le développement du vaccin a commencé, donc depuis le mois de mars, avril 2020, l'OMS a proposé aux firmes qui étaient en train de développer les vaccins de partager la technologie. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Résultat des courses, c'est que
les firmes ont refusé cela. Elles ont préféré faire du profit maximal. Hein. Donc aujourd'hui, ça donne même le vertige quand on voit d'un côté les chiffres du profit qui sont faits et d'un autre côté la vaccination, la production qui ne suit pas. Donc il y a non seulement pas assez de vaccins dans le monde, mais il y a aussi une apartheid vaccinale. Hein. Donc 80% des vaccins ont été livrés uniquement à 10 pays. Pourquoi les firmes ont-ils fait ça? Parce que ces pays-là ont offert plus d'argent et ça leur a permis de faire plus de profit. Donc je pense qu'il faut changer notre fusil d'épaule et qu'il faut maintenant passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'il faut en quelque sorte obliger les firmes à partager leurs connaissances pour répondre à la demande mondiale. Et donc l'OMS dit que si nous faisons cela, nous pouvons augmenter la production, bien sûr pas du jour au lendemain, mais petit à petit. Et il y a beaucoup de firmes qui veulent se mettre à la production de ces vaccins. Et on pourrait, d'ici la fin de l'année, vacciner 60% de la population mondiale si on faisait ça. Et si on ne le fait pas, si on regarde les projections des firmes même, donc là, on serait jusqu'à fin 2024 avant d'avoir vacciné le monde entier. Et donc, c'est non seulement un problème moral, mais bien sûr, on voit aussi l'apparition des variants comme les images de l'Inde que nous voyons. Et donc, si nous voulons faire face aussi aux variants, nous devons augmenter de manière beaucoup plus drastique la production mondiale. Alors, on va terminer ce premier tour de table avec Bruno Wattenberg. Il y a un écran gris. Je ne sais pas si Bruno Wattenberg nous entend et si on va pouvoir le voir et l'entendre. Bruno Wattenberg, est-ce que c'est juste sur ce problème de vaccin de la Covid-19 qu'on doit poser le problème, ou est-ce qu'on doit raisonner un peu plus haut lorsqu'on raisonne en termes de propriété intellectuelle? Alors, soit on a un débat idéologique et on est contre la propriété intellectuelle, et là, on peut facilement démontrer, arguments scientifiques à l'appui, que la protection de propriété intellectuelle est un facteur d'investissement, mais aussi de diffusion de l'innovation. Alors, si on ne rentre pas dans un débat dogmatique ou idéologique, sur la proposition pratique, je me pose la question si c'est vraiment la question la plus importante de lever la protection intellectuelle sur les brevets. On regarde qu'aujourd'hui, il y a extrêmement peu de firmes dans le monde qui sont capables de pouvoir produire ce vaccin. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des accords de licence volontaire qui existent notamment avec l'Inde. Et donc, les entreprises pharma qui détiennent la technologie et la propriété intellectuelle ont déjà partagé une partie de celle-ci avec les rares entités qui sont réellement capables de produire ce vaccin. Ensuite, le troisième argument, c'est qu'actuellement, on manque de capacité de production pour certains composants critiques de ce vaccin. Ça veut dire qu'il y a d'autres priorités que de discuter de l'IP. Il faut trouver la manière d'augmenter la production des matières premières des vaccins. Il faut faire un état des lieux très rapidement des rares entités de production qui sont capables dans les pays en développement. On pense principalement à l'Inde parce que l'Inde est un bon exemple, parce qu'il y a très peu d'entités de production. Donc pour moi, c'est un faux débat. Et même si maintenant, par magie, on réglait le domaine légal et qu'on parvenait à faire en sorte que la propriété intellectuelle soit levée, il faudrait plus ou moins 14 à 15 mois pour que les firmes dans les pays en voie de développement, les rares firmes capables, puissent intégrer le processus de production et avoir une chance de produire des vaccins de qualité efficients. Sinon, à ce moment-là, on va avoir un système à deux vitesses qui sera encore pire, sans parler de la contrefaçon. Ouais, le système à deux vitesses, on y est quand même déjà, si je peux me permettre. Bruno Wattenberg, je voudrais vous poser quand même cette question, David Gehring. On entend les arguments de Sophie Merckx et les arguments de Bruno Wattenberg. Comment ça se fait que malgré tout, on n'y arrive pas à produire plus de vaccins? Est-ce que vous n'êtes quand même pas du côté des entreprises pharmaceutiques en train de vous asseoir sur vos bénéfices et, comme l'a dit Sophie Merckx, de vendre au plus offrant, c'est-à-dire en gros à l'Europe occidentale et aux États-Unis? Et puis pour l'Amérique du Sud et l'Afrique, on verra plus tard. Oui, plusieurs éléments. Premièrement, il y a plusieurs sociétés qui vendent au prix coûtant le vaccin. Ce n'est pas toutes les sociétés qui vendent et qui font des bénéfices énormes. C'est AstraZeneca qui a notamment annoncé ça, mais ce n'est pas le vaccin le plus performant. Johnson & Johnson aussi, par exemple, il y a d'autres. Bon, au niveau collaboration, il y a déjà plus de 200 collaborations actuellement en cours et on cherche activement à pouvoir travailler ensemble pour justement augmenter cette production. Et c'est là où on arrive au point essentiel. Produire un vaccin, c'est pas comme si on faisait un biscuit. Un vaccin, comme ça a été dit tout à l'heure, a beaucoup d'éléments
pour produire un vaccin qui viennent de plusieurs sites différents, de plusieurs pays différents et qui doivent être mis ensemble, conservés, etc., dans des conditions très, très, très particulières. Et donc, tout le monde ne peut pas le faire. Maintenant, il faut quand même se rappeler qu'il y a un an d'ici, on n'imaginait absolument pas avoir autant de vaccins. Aujourd'hui, ce qui a été fait, c'est une collaboration du jamais vu entre le public et le privé, entre les hôpitaux, les universités et les firmes pharmaceutiques pour pouvoir sortir de cette crise. Et c'est dans cette voie-là qu'on doit continuer à collaborer tous ensemble en discutant, en voyant quelles sont les meilleures possibilités de nous sortir de cette pandémie au plus vite. Est-ce que malgré tout, la déclaration de Joe Biden, ce n'est pas un petit aiguillon pour les pharmaceutiques? Et est-ce que vous n'allez pas être contraint à quand même envisager plus de production, plus de partenariats, plus de coopération avec les pays du Sud, si vous ne voulez pas qu'il y ait effectivement une décision politique qui vous tombe dessus? Ah mais je suis d'accord. Je pense que le secteur pharmaceutique est tout à fait d'accord avec ce genre d'arguments. D'ailleurs, il y a des projets qui existent, pas seulement des projets, il y a des collaborations qui existent. Hein. Le système COVAX, par exemple, malheureusement, ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaite, mais il y a des applications du secteur dans ce genre de projets qui vont dans la direction demandée. Et ceci dit, on a bien compris maintenant, cette crise nous a appris qu'on peut juste s'en sortir si on collabore, si on travaille tous ensemble. Ouais. Et c'est dans cette voie-là, je pense qu'on va devoir continuer à aller. Est-ce que les entreprises pharmaceutiques sont convaincues d'avoir une responsabilité morale, y compris avec des pays du Sud qui ne pourraient pas payer les vaccins très chers ? Mais bien sûr, et c'est pour ça que justement un système comme le COVAX a été créé où les firmes pharmaceutiques se sont impliquées pour faire en sorte que les pays du Sud puissent recevoir aussi les vaccins. Maintenant, il faut quand même aussi dire ce qui est. C'est les pays riches qui ont commandé des quantités de vaccins qui dépassent largement le nombre de leurs habitants, qui a fait en sorte qu'au début de cette pandémie, les vaccins n'étaient tout simplement pas disponibles pour les pays du Sud. En plus de ça, il ne faut pas oublier, comme on a évoqué tout à l'heure, que produire dans des pays du tiers-monde, ce n'est pas si simple que ça. Il y a parfois des situations, des choses qui font que la production à grande échelle, d'une façon sécurisée, ne puisse pas se faire tellement vite. Alors Sophie Mersch, je vous ai vu quand même être plus que sceptique en entendant David Gering. Je voulais tout d'abord quand même aussi répondre à M. Wattenberg qui dit que c'est un débat idéologique que je veux mener. Je pense que si aujourd'hui il y a plus de centaines de pays qui demandent la levée de brevets, il y a 175 signataires des anciens prix Nobel, énormément de politiques et même Joe Biden qui dit il faut parler de se lever de brevets, je ne pense pas que c'est encore une discussion idéologique, mais il faut vraiment qu'on se pose la question si le marché libre tel qu'il est organisé aujourd'hui, est-ce qu'il peut répondre aux problèmes de notre société? Et ce n'est pas le cas, parce que pourquoi les firmes ont-ils vendu 80% de leurs doses uniquement à 10 pays? Pourquoi aujourd'hui ils ne veulent pas partager leur technologie avec le plus grand nombre? Et alors quand vous dites que les brevets sont là et qu'il est largement prouvé que ça incite à justement faire de la technologie, à faire de l'innovation, je vais quand même aller un peu à l'encontre de cela, dans le sens où par exemple, le coronavirus, il existait déjà 84 après les premiers coronavirus en 2002 et en 2012, il existait beaucoup de projets, mais ils n'ont jamais trouvé preneur parce que le marché ne semblait pas rentable. Et un dernier élément, c'est que le marché libre, dans ce cas précis, il n'a pas marché, il n'a pas fonctionné normalement dans le sens où ça a été, par exemple, 6 entreprises ont reçu 12 milliards de soutien public. On a aussi fait les contrats d'achat. Donc, en fait, le public a pris tous les risques d'investissement sur lui. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on ne doit pas se dire que cette propriété intellectuelle, il faut peut-être quand même re-envisager que le public a son mot à dire et que ce n'est pas au bon vouloir du CEO de Pfizer de nous dire, oui, moi, je vais ouvrir une entreprise au Singapour, mais pour le reste, voilà, on verra bien ce qu'on va faire. Est-ce que nous, on n'a pas notre mot à dire sur OK, mettons carte sur table et regardons
quelles entreprises peuvent produire ces vaccins où, et vous êtes obligé de partager cette technologie. Alors, on va donner la parole à Bruno Wattenberg dans un instant. On va d'abord rappeler quelques chiffres parce que peut-être qu'il y a des arrière-pensées dans ce débat et que Sabine Rigueligne va nous éclairer sur ce que c'est que le secteur pharmaceutique en Belgique. Eh bien, c'est un secteur qui pèse très lourd dans l'économie belge avec la présence de grands groupes pharmaceutiques, aussi bien en région wallonne qu'en Flandre, comme Johnson & Johnson, UCB, GSK ou encore Pfizer. Et leur poids en Belgique n'a fait que se renforcer ces dernières années. En 2020, le secteur biopharma belge employait près de 40 500 personnes. Sur les 5 dernières années, le nombre de salariés a augmenté de 14% et 13 millions d'euros ont été investis quotidiennement dans la recherche, soit 4,9 milliards d'euros sur l'année. Ça, ce sont les chiffres de pharma.be qui n'a pas pu nous donner d'éléments en revanche sur les chiffres d'affaires effectués. Alors là, pour vous donner un ordre de grandeur, 16 800 millions d'euros, ça c'est un chiffre pour 2016 qui est rapporté par le chercheur du CRISP, Marcus Wunderle. Alors dernier élément encore, en termes d'exportation quotidienne liée au secteur, eh bien, elle s'élevait à 150 millions d'euros en 2020, soit 13% de plus que l'année précédente. Alors, des chiffres colossaux en termes d'investissement dans la recherche, c'est vrai. Des chiffres colossaux aussi en termes de chiffre d'affaires. Bruno Wattenberg, est-ce qu'il n'y a quand même pas, derrière cette affaire de propriété intellectuelle, un petit peu d'égoïsme qui est de se dire, voilà, nous, les pays riches, on a réussi à produire des vaccins, on les garde, on se sert d'abord, et puis après, on verra pour les envoyer vers les autres. Et est-ce qu'il n'y a quand même pas une logique très économique derrière cette idée de propriété intellectuelle ? Mais la logique, elle est existante. Si vous êtes, la logique économique, elle est existante. Si vous êtes capable d'opérer maintenant dans un studio, si on est capable d'avoir un appel en Skype, c'est parce qu'il y a eu de la propriété intellectuelle et qu'à un moment, des investisseurs ont parié sur celle-ci. Donc, sur le volet économique de l'innovation et sur sa diffusion, pour moi, il n'y a pas à discuter. Je veux même bien faire un débat avec Sophie Merz là-dessus à l'occasion. Par contre, Bruno Wattenberg, même si sur les questions de recherche médicale et notamment sur le séquençage du génome et toutes les découvertes sur la Covid-19, il y a eu quand même de l'argent mis par des labos publics. Vous êtes d'accord avec ça ? Bien évidemment, mais les labos publics se rémunèrent à partir du moment où la propriété intellectuelle sort de l'université. Quand l'ULB vend à un moment une technologie et qu'elle la main dans une start-up, elle est payée pour ça. Donc ça veut dire que une partie, en tout cas de cette propriété intellectuelle, a déjà été ristournée au secteur public. Moi, je veux simplement dire que je ne suis pas un politique, je suis un pragmatique, mais aussi un humaniste. Ça veut dire qu'il faut trouver une solution d'urgence pour avoir des vaccins dans les pays en voie de développement. Et pour les égoïstes ou les gens qui sont racistes, je ne sais pas, c'est un intérêt aussi pour tout le monde pour éviter l'arrivée des variants. Ce que je pense, c'est que le débat sur la propriété intellectuelle et la libération de la propriété intellectuelle n'est certainement pas la priorité pour diffuser le vaccin partout dans le monde. Et si ça l'était, je pense que le vaccin russe, le vaccin cubain et le vaccin chinois auraient déjà vu leur IP levé et on produirait dans les pays en voie de développement. Il faut bien se rendre compte de l'importance géopolitique de ce vaccin. Si c'était aussi simple qu'il suffisait de donner l'IP, je pense que le vaccin russe, chinois et cubain aurait déjà été diffusé partout. La technologie, en tout cas, aurait déjà été diffusée partout. David Guéring, est-ce qu'on pourrait imaginer une levée temporaire de ces brevets, une levée temporaire de cette propriété intellectuelle ? Est-ce que ce serait si grave que ça pour le secteur pharmaceutique ? On vaccinerait tout le monde et puis dans 6 mois ou dans un an, vous reproduiriez, l'industrie pharmaceutique pourrait reproduire à nouveau en bénéficiant de ce brevet et de ses bénéfices. Est-ce que ce n'est pas une solution qui pourrait réconcilier tout le monde ou est-ce que je suis un utopique ? Le problème restera le même. Le problème restera le même. Les problèmes liés à la upscaling, comme on appelle ça, donc augmenter la production, augmenter la distribution, augmenter la vaccination, resteront les mêmes. Donc même si la levée de brevet est temporaire, ça ne changera rien. Donc c'est essentiellement des problèmes pratiques de production qui empêchent qu'on diffuse plus de vaccins aujourd'hui pour vous ? Problème de production et évidemment un très grand problème au niveau sécurité. C'est ça en fait, on veut tous qu'on a au moins un vaccin, un produit, un traitement qui est sûr et certain. Et quand on va libérer tout, on n'aura plus ce contrôle. Aujourd'hui, encore une fois, il y a plus de 200 collaborations entre les firmes pharmaceutiques qui ont le brevet pour les vaccins et leurs partenaires dans d'autres pays pour produire plus. Ça existe, c'est en augmentation. On est bien conscient que c'est la seule façon de faire.
Mais lever les brevets, comme ça a été dit tout à l'heure, même temporairement, ça ne va pas résoudre le problème. Alors, on va faire un dernier tour de table parce que c'est la fin de ce débat, c'est la conclusion. Je vais vous demander de dire ou de suggérer à Alexander De Croo ce que doit être la position de la Belgique dans ce débat et de donner un argument pour défendre votre position, puisqu'on se doute que maintenant le débat va revenir au niveau européen après la sortie de Joe Biden. Première suggestion, premier argument, Bruno Wattenberg. Le problème, ce n'est pas l'IP, donc ce n'est pas la propriété intellectuelle, c'est le prix auquel de ces accords de licence avec ces 200 entreprises. Si on veut passer à 400 entreprises, le prix est un enjeu. La Belgique doit se positionner pour un prix qui soit un prix acceptable pour la production dans les pays en développement. L'argument de Sophie Merckx. Mais je pense que jusqu'aujourd'hui, le marché capitaliste n'a pas fonctionné comme il se doit. Et donc, quand les choses changent, il faut aussi oser remettre en question ses propres dogmes. Et je pense que quand même Joe Biden parle de lever les brevets, il est peut-être temps quand même que la Belgique envisage aussi un changement de position. Voilà. Et dernier argument, David Gering. C'est assez intéressant ce que Mme Merckx dit. Oui, écoutez, le message du secteur du médicament pour le gouvernement belge serait de continuer cette collaboration, travailler ensemble pour trouver une solution dans les meilleurs délais. Voilà, donc Bruno Wattenberg, consultant chez Ernst & Young, David Gering, directeur de la communication chez Pharma.be, demande à ce qu'on ne lève pas les brevets, et Sophie Merckx du PTB demande à ce qu'on les lève. C'était un petit peu la conclusion attendue de ce débat, mais si vous avez l'occasion de réécouter tout ce qui a été dit, vous avez plein d'arguments à l'intérieur de ce débat. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange de vues sur une question qui est vraiment une question d'actualité. On verra dans les prochaines semaines comment ce débat évolue.